à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Grand Conseil 2017, une émission spéciale réalisée en partenariat avec le quotidien de la Côte, représentée ce jour ici par Marie-Christine Ferth, qui est une des plumes politiques du journal. Bonsoir et bonjour Marie-Christine. Bonjour. Une émission spéciale, vous disais-je, où durant 45 minutes, vous allez voir les 6 listes défiler sous vos écrans, et ce, en 3 chapitres. Et commençons tout de suite avec les socialistes et le PLR. Le PLR ne cache pas ses ambitions, obtenir 7 sièges dans le district alors qu'il en a 5 actuellement. Mais pour ce faire, il lui faudra remplacer des figures qui ont décidé de ne pas se représenter. C'est le cas de François Deblu, Hans-Rudolf Kapler ou encore Jacques Ansermet. Alors, le PLR mise sur des valeurs sûres. Pierre-André Remanence, ancien syndic de Coppet, François Roch, syndic de Perrois, Maurice Gay, municipal à Nyon, ou encore Joséphine Birne-Garelli, ancienne municipale à Rolle. Côté socialiste, on souhaite également augmenter sa présence de 4 sièges actuellement où tous les candidats se représentent à leur propre succession, les socialistes en convoitent 5. Mais qui pour conquérir ce nouveau siège? On retrouve dans la liste des candidats les Glandois Michael Rohrer, municipal, et Yves Froidevaux, mais aussi les Nyonnais Claude Farine et Dominique Carlon. Le PLR et les socialistes, donc, pour commencer cette émission de 45 minutes, Marie-Christine, qui sont nos 2 invités. Alors, pour le PLR, Madame Catherine Labouchère, vous êtes un pilier du PLR vaudois. Vous avez même été présidente du Parti libéral avant la fusion avec les radicaux. Pendant 20 ans, vous avez été particulièrement active au sein du législatif de Gland. Vous ne faites plus partie de ce législatif puisque vous avez décidé de vous consacrer à votre mandat de député que vous occupez depuis 2002. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le PLR compte 5 députés et vous ambitionnez de récupérer le 6e siège que vous aviez perdu suite au départ de M. Mély pour l'Alliance du Centre et de décrocher ce fameux 19 sièges supplémentaires. Jessica Jacou, vous êtes conseillère communale socialiste à Nyon, bonjour, depuis 2011, et députée depuis 2014, avocate de profession. Vous êtes vice-présidente du Parti socialiste vaudois. Pour l'arrondissement de Nyon, le Parti socialiste a 4 représentés au Palais Rumine et vous ambitionnez bien entendu de décrocher le 19e siège. Alors voilà, les présentations sont faites. Merci mesdames d'avoir accepté notre invitation. Marie-Christine, quelle serait la première question que vous désiriez poser à nos invités? Alors la première thématique que nous allons aborder, c'est le logement, un sujet crucial dans le district. Dans le programme du PS, vous prenez 20% de logements d'utilité publique dans les nouvelles constructions, à l'image de ce qui se fait actuellement à Nyon. Est-ce bien raisonnable ? C'est même plus que raisonnable, c'est nécessaire. On sort tout juste de cette campagne importante que nous avons menée sur la nouvelle loi logement cantonal qui a été gagnée par la gauche. Gagnée par la gauche et surtout approuvée par la majorité des Vaudois. Maintenant, il s'agit de mettre en application cette loi et de la concrétiser dans les communes qui seront les moteurs de l'application de cette loi. J'écoute très clairement 25% à Nyon. Est-ce qu'on peut introduire ceci partout dans le canton de Vaud? Mais il y a du sens de l'appliquer partout. Il n'y a aucune raison qu'on continue à faire de l'optimisation de tel ou tel type d'habitants en fonction des communes. On parle de logements d'utilité publique, il faut le rappeler, on ne parle pas que de logements qui sont subventionnés, on parle de logements pour la classe moyenne, de logements abordables. Les villes-centres font déjà un gros travail en la matière. Il faut maintenant que ce travail soit effectué sur l'ensemble du territoire parce que ce n'est pas que dans les villes-centres qu'il y a une demande. Et ça, c'est un engagement socialiste pour les 5 prochaines années de législature. C'est un engagement socialiste que nous voulons prendre depuis plusieurs années. Si vous avez attentivement regardé, c'est des mesures que nous avons dans notre programme depuis fort longtemps maintenant. La loi sur le logement concrétise une partie de ces mesures-là et puis maintenant il faut passer des paroles aux actes. Catherine, alors justement Catherine Labouchère, vous avez perdu la droite, la L3PL. Le peuple semble demander plus de logements abordables pour ses enfants. Comment la droite se positionne-t-elle? On n'a jamais été contre des logements abordables. Non, simplement, c'était plutôt la méthode que nous contestions. Maintenant, elle est là, nous on est démocratique, je pense qu'elle va être appliquée. Il faudra voir quelles sont les mesures d'application et si c'est réaliste que ça va apporter plus de logements. Attendons vraiment la concrétisation maintenant, parce qu'on nous promet le règlement, il n'est pas encore là. Et je pense qu'il faut vraiment... Soyez encore plus clair, Catherine Labouchère. À l'électorat, vous dites quoi? Il y a des problèmes pour se loger, vous le savez mieux que quiconque.
Vous parlez de densification des villes. Alors, quelque part, ça rejoint aussi ce que... La densification des villes, c'est aussi le peuple qui a choisi ça en votant la LAT, la fameuse LAT. Donc la densification, c'est pas simplement sorti d'un chapeau d'un seul parti, c'est une réalité. Donc cette réalité, elle doit être concrétisée. Mais vous le savez aussi bien que moi, qu'il y a des droits démocratiques, parfois les gens n'ont pas envie de cette densification-là. Il faudra bien trouver des compromis. Et c'est ça qui est important, c'est de trouver des compromis pour pouvoir offrir les choses aux gens et qu'ils soient vraiment d'accord avec cela et qu'on ait les moyens de pouvoir le faire. Maintenant, je pense que les communes, et comme les partis d'ailleurs, on va essayer d'encourager des logements pour pouvoir garder les jeunes familles. Je ne vois pas un seul parti qui est contre ça. Les méthodes, effectivement, les méthodes sont pas... Bon, pour l'instant, c'est les socialistes qui ont un petit peu une longueur d'avance si on prend les résultats populaires de la dernière L3PL. Catherine Labouchère, votre parti lance une initiative actuellement pour baisser les impôts de la classe moyenne. Alors, on aimerait comprendre qui s'occupe autour de cette table de la classe moyenne, qui s'occupe des riches, qui s'occupe des pauvres. Catherine Labouchère. Moi, je crois qu'il ne faut pas rentrer dans la caricature, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. Je pense qu'on essaye de trouver que la population active de ce pays, qui est une chance pour ce pays, où tout le monde a envie, ça devient lourd au niveau assurance maladie, on le sait, pour toutes sortes de raisons. Personne n'a encore trouvé la pierre philosophale pour trouver les choses là. C'est un coup de pouce de simplement de dire on pourra défiscaliser. Et c'est les jeunes de notre parti qui ont voulu cela. Je pense que c'est tout à fait intéressant parce que c'est eux qui ont le plus de difficultés à assumer parfois des assurances maladie lourdes. Alors, du côté des socialistes, vous proposez un salaire minimum cantonal. Alors, est-ce que c'est bien raisonnable aussi, je vous pose la question. Alors, avant de revenir sur le salaire minimum cantonal, je me permets quand même de rebondir sur l'initiative qui est lancée par les jeunes libéraux radicaux. Il ne faut quand même pas oublier que cette initiative permet d'augmenter les déductions pour les assurances maladie, mais également pour les assurances vie. Et je pense qu'il ne faut pas oublier d'en parler aussi, et que quand on parle d'assurance vie et des primes qui sont versées à ce propos, on ne vise pas nécessairement la même population que Mme Labouchère mentionnait. Concernant le salaire minimal... Moi, j'ai encore une question. Jessica, vous n'avez pas l'impression qu'avec cette classe moyenne, on vient un petit peu chasser sur vos terres socialistes. C'est-à-dire que vous travaillez pour le pouvoir d'achat de toutes les classes. Voilà le PLR qui vient s'occuper des classes du milieu. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il l'a tout... Je ne pense pas qu'il y a une question de chasse gardée. Le Parti socialiste a toujours eu à cœur de défendre les personnes qui avaient moins de voix que les autres et qui étaient les plus prétéritées et qui avaient le besoin que l'État participe à les aider pour conserver un niveau de vie qui soit adéquat. On s'est attaché pendant des années à aider les classes de population qui étaient plus fragilisées. La classe moyenne aujourd'hui, pour les motifs qu'on connaît, est fragilisée également. C'est donc tout naturellement que nous nous y occupons. Il n'y a pas une question de chasse gardée ou pas. Je crois que ce qui nous inquiète, c'est surtout les gens. Jessica Jacot, est-ce que les socialistes vont soutenir cette initiative du PLR, des jeunes PLR? Non, les socialistes ne vont pas soutenir cette initiative dans sa globalité. Il y a certains éléments qui sont dignes d'un débat et je me réjouis de pouvoir en discuter plus largement. Il y a d'autres éléments pour lesquels nous ne pourrons pas entrer en matière. Je mentionnais augmenter la possibilité de déduire les primes des assurances vie. Vous comprendrez bien que le Parti socialiste ne peut pas entrer en matière sur des mesures comme celle-ci. Alors pour en revenir au salaire minimum, est-ce que c'est vraiment possible de mettre en place une telle disposition? Alors moi, ce que je constate, c'est que ce que la population réclame, c'est des mesures contre le dumping salarial. C'est qu'aujourd'hui, et on l'a bien vu avec les débats sur l'initiative UDC, on a peur des travailleurs qui acceptent de venir travailler chez nous avec des salaires qui sont bien inférieurs que ceux qui sont usuellement pratiqués. Alors nous, on ne prône pas les murs, on ne prône pas la fermeture, on ne prône pas le rejet avec l'extérieur, mais on prône des mesures contraignantes qui permettent de protéger l'ensemble des travailleurs et plus particulièrement les travailleurs les plus précaires sur le marché du travail. Le salaire minimum, très franchement, la population a voté, c'était, il faut dire, un certain échec pour les initiants. Disons, moi, je pense que c'était totalement logique parce que la population ne veut pas de ce salaire minimum comme ça. Par contre, des mesures ciblées dans certains cas, incitatives, restrictives. Les mesures incitatives, vous savez, ça a toujours bien fonctionné. Je pense que c'est vraiment notre credo de ne pas imposer et d'essayer d'inciter les gens. Moi, je pense qu'on est divisé parce que Mme Labouchère, et c'est son droit au Parti libéral radical, prône des mesures incitatives parce que la main invisible est censée encore résoudre une bonne partie des problèmes. Au Parti socialiste, et puis ça, c'est pas un secret, quand on croise des difficultés, et particulièrement des difficultés
difficultés qui touchent les plus précaires, nous souhaitons des mesures qui sont interventionnistes et contraignantes afin de protéger ceux qui en ont le plus besoin. Répétez un petit peu la définition de la vision socialiste. Il faut un État pour poser des conditions cadres, c'est bien ça? Alors, la vision socialiste, c'est une meilleure redistribution des richesses. C'est un État social fort qui protège les plus précaires. Madame Labouchere, la vision du PLR serait? Justement, un État qui est... Moins fort? Qui assume pleinement ses tâches régaliennes, oui. Autrement, une économie forte, parce que c'est le garant d'une bonne, disons, la société et d'un État social. Vous ne pouvez pas donner des prestations et financer des prestations si vous n'avez pas une économie qui fonctionne. Très bien. Alors, une dernière thématique qu'on aimerait évoquer avec vous deux, c'est l'école. L'école, la loi Léo, je ne sais plus comment il faut la prononcer, excusez-moi, Jessica Jacou. Anne-Catherine Lion est votre ministre des Écoles. Elle a essuyé de nombreuses critiques ces dernières années. Notamment en interne. Tout le monde s'accorde à peu près à dire qu'il y a des tensions dans le monde scolaire vaudois. Comment les résoudre? Alors, moi, je crois au contraire que sur la dernière législature et puis même sur les 15 dernières années, l'école a été pacifiée. Je me rappelle d'une époque où j'étais encore à l'école et où on avait des grandes manifestations avec les enseignants et les élèves qui descendaient dans les rues. C'est des choses que nous n'avons plus vues ces dernières années. Donc le climat est tout de même oui, mais vous comparez ce qui est comparable. Je pense qu'il ne faut pas non plus mettre l'incendie dans tous les coins. Par contre, concernant la Léo, comme toute loi, une fois qu'elle est appliquée, il y a lieu de faire un bilan. Et il n'y a aucune raison que la Léo échappe au bilan. Et à l'issue de ce bilan, il y a lieu de prendre en compte des mesures qui permettent d'aménager et puis de corriger le tir s'il y a des déficits à certains endroits. Et ça me paraît tout à fait envisageable. Il n'y a aucune raison que cette loi, contrairement à une autre, échappe à ce principe-ci. Madame Labouchère? Alors écoutez, moi j'ai toujours été une partisane de la Léo, donc je ne vais pas renier ce que j'ai fait. Il y a des adaptations à faire, oui. Avant, il y avait un système où personne n'était d'accord. EVM a fait couler beaucoup d'encre, encore bien plus que la Léo. Il y a des corrections, c'est évident. Il faut absolument qu'on améliore notamment pour la maîtrise de classe, que les professeurs soient plus longtemps avec leurs élèves. C'est-à-dire que cette Léo a apporté une désorganisation dans la gestion des classes? Je dirais non, c'est simplement, vous savez, la mise en œuvre, il y a toujours c'est toujours complexe. Quand on change un système de fond en comble comme on l'a fait, je pense qu'il y a des adaptations. Ces adaptations, elles sont normales, nécessaires, et on doit se battre pour ça. Catherine Labouchère, au Conseil d'État, vous voulez récupérer la majorité. Est-ce que c'est un dicaster, un dossier que la droite veut récupérer? Est-ce que la droite dit maintenant, c'est fini, on s'en occupe? Écoutez, moi je pense qu'il n'y a pas de tabou. Je pense que nous sommes là pour débattre du Grand Conseil. La majoritaire du Conseil des États, c'est une répartition qui leur appartient. Je pense que c'est important. Il n'y a pas de département qui ne soit pas désiré par chacun des partis quand ils ont la majorité. Après, c'est une entente entre eux. Et je pense qu'au Conseil d'État, on est capable de faire des compromis. L'école intéresse tout le monde, y compris une majorité de droite. Et vous, à gauche, vous souhaitez conserver ce dicaster? À gauche, on souhaite se conserver la majorité. Après, c'est déjà une première chose. Après, je pense que nos 7 magistrats se répartiront les dicastères comme ils l'ont toujours fait, de manière consensuelle et adéquate. Dans un certain dynamisme, quel est le compromis dynamique? Le compromis dynamique. Je vois que vous avez bien retenu. Est-ce que vous avez un mot d'ordre aussi? Oui, alors vous avez l'ancien jargon, le jargon vaudois, que vous mettez en lumière durant cette campagne. Est-ce qu'il y a une formule au sein du PLR qui résumerait cette campagne? De la campagne qui a été la campagne de teasing, c'est ça que vous voulez me faire dire? Écoutez, on est vaudois, on aime l'identité vaudoise, mais on est aussi vraiment très ouvert vers l'extérieur et surtout vers l'avenir. Ok, écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. Madame Labouchère, merci. Jessica Jacou, ça passe très vite. Merci infiniment. Voilà, c'était le premier chapitre de ce débat de 45 minutes. On va se retrouver tout de suite avec l'Alliance du Centre et l'UDC après cette séquence vidéo. Fort de 3 sièges, l'UDC espère une progression cette année encore. Jean-Marc Sordet, Yves Ravenel et Maurice Tréboux, ces 3 députés actuels, se représentent. Il faudra donc une 4e figure pour gagner un 4e siège. La personnalité de Christine Bussat, fondatrice de la Marche Blanche, devrait pouvoir séduire un certain électorat, ou celle du Nyonnais, Sacha Soldini.
À l'Alliance du Centre, on dit n'avoir jamais été aussi proche. Faut dire que fédérer 5 partis n'a pas été chose aisée. Ainsi, Vaud Libre, le PDC, le PBD, le PEV et UDF veulent prendre la place au centre de l'échiquier politique. Pour cela, on retrouve les candidats Serge Mély et Gérald Cretteny, députés sortants, mais aussi Alain Valéry Poitry, qui tentera sa chance d'entrer au Grand Conseil. Nous revoici en plateau avec deux nouveaux invités, l'Alliance du Centre et l'UDC. Marie-Christine, qui sont-ils? Alors, Jean-Marc Sordet, vous êtes député UDC depuis 2007, vous êtes viticulteur à Loing, village dont vous avez été le syndic. Pour ces élections, l'UDC espère récupérer son 4e siège perdu en 2012. Et comme tous les autres partis, vous souhaitez décrocher ce fameux 19e siège. Gérald Cretteny, vous êtes député depuis 2012, tête de liste de l'Alliance du Centre. Vous êtes un interlocuteur incontournable dans le district de Nyon, puisque vous êtes également syndic de Gland et président du conseil régional. L'Alliance du Centre compte 2 députés. Vous, au nom du PDC, Serge Mély pour Vaud Libre. Et votre ambition est bien entendu de décrocher un 3e siège. Alors, on va commencer tout de suite par quelque chose qui, a priori, vous oppose, du moins, si on a bien compris. Vous dites, au niveau de l'Alliance du Centre, vouloir vous positionner contre les extrémismes. Qu'en est-il avec la politique d'asile de l'UDC? Gérald Cretteny, comment contrer cette vision de l'UDC? On vous donnera bien évidemment la parole ensuite. Voilà, alors concernant la vision, alors je vais parler plutôt de tout simplement de la vision de l'asile. Aujourd'hui, on voit que ça se durcit sur le plan fédéral, ça se durcit aussi, il y a une tendance à se durcir sur le plan vaudois. La volonté simplement de l'ADC, c'est d'apporter son soutien à des mesures qui puissent être humaines, qui puissent rester humaines. Ça ne veut pas dire qu'on souhaite ouvrir la porte à l'ensemble de la misère humaine, comme certains l'ont dit. Je crois que ce n'est pas ça du tout. L'objectif, c'est simplement de pouvoir apporter le soutien à des gens qui arrivent, qui souvent restent déjà quelques années ici, et puis qu'on renvoie chez eux, qu'on tente de renvoyer chez eux après 5 ans ou plus. Alors, Monsieur Sordet, comment fait l'UDC avec la politique d'asile? On voit que vous n'avez cessé d'attaquer le conseiller d'État Philippe Lebas pour lui demander d'en faire plus, notamment dans les cas de renvoi. Maintenant, très concrètement, on parle aux gens, qu'est-ce qu'on leur dit du côté de l'UDC avec cette politique d'accueil ou de non-accueil? Voilà, alors la politique UDC et d'accueil, elle est simple. On voit qu'au niveau fédéral, dès quand on fait des applications qui sont des lois fédérales, beaucoup de ces problèmes sont abordés plus haut. Dans le canton de Vaud, avec un certain laxisme, puisqu'on a déposé une interpellation à laquelle on vient de nous répondre il n'y a pas longtemps. L'exception vaudoise ou le laxisme? Qu'est-ce qu'il faut dire? L'exception vaudoise, je dirais plutôt, où j'ai une crainte, on vient de régler un dossier des 523, comme on vient de dire, où on a mis très longtemps à le faire. Maintenant, on nous dit que dans le canton, il y a de nouveau 10 000 personnes qui travaillent, mais qui sont là, qui ne sont pas là. On a actuellement, la Confédération a changé sa manière de faire, et depuis le 1er janvier, donc sur des dossiers, sur des gens qui sont renvoyés, que le canton n'a pas fait son travail, ne va plus payer les charges. Donc, c'est des charges à 30 000 francs par personne. Actuellement, on nous dit qu'il y en a une dizaine. On a reçu des chiffres sur ces interpellations qui nous disent que dans le canton, il y a 130. Donc, vous continuez sur cette... Vous assumez donc, on assume pleinement... L'autorité vaudoise n'a pas assez... n'a pas mis assez de zèle ou alors d'application. C'est un choix. On a un gouvernement qui est de gauche. Et dont Philippe Lebas est de droite. Il est de droite, mais ils sont 7 au gouvernement, je le rappelle. Et sur certains objets, on doit faire que tout fonctionne, et même si je partage qu'il y a des problèmes de famille, il y a des problèmes spécifiques à laquelle je peux convenir. Mais le problème, il est aussi, c'est que où s'arrête et où commence la loi, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Quand je vois qu'il y a même certains députés qui peuvent héberger des gens comme ça, je crois que, pour moi, il y a un problème de respect de loi. Alors, par exemple, l'UDC propose, pour l'accueil des requérants, de ne pas faire d'immeubles et de privilégier l'accueil dans des appartements pour éviter les ghettos. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du côté de l'Alliance du Centre? C'est une thématique qui a été abordée notamment à Nyon dans le cadre du débat pour le droit superficiel. Voilà, il faut faire juste attention, c'est qu'il y a 2 types d'accueil. Vous avez l'accueil, effectivement, qui devient plus pérenne, c'est-à-dire des personnes qui rentrent, qui ont le droit
droit, dont on accepte finalement le statut d'asile et qui doivent patienter un moment avant de pouvoir se retrouver dans des vrais appartements dans lesquels ils seront logés. Et là, effectivement, pour ces familles et pour ces personnes qui sont dans ce cadre-là, en principe, on va vers des solutions appartements. Maintenant, on l'a vu d'ailleurs ces toutes dernières années, ces 10 dernières années, on a eu 2-3 fois des vagues d'arrivées de migrants qui font que là, il y a des solutions qui doivent être immédiates. Je veux dire, vous devez trouver immédiatement des éléments. Soyons clairs, est-ce que ça suffit des appartements ici et là disséminés dans la ville? Est-ce qu'on peut se passer d'un foyer permanent pour les requérants? Alors, je ne pense pas que cela suffise. Moi, je pense qu'il faut réussir à trouver des solutions sur lesquelles on ne crée pas des sortes de ghettos de masse qui posent des problèmes. Vous pensez aussi que le cas nyonnais pourrait être un ghetto? Je ne parle pas forcément des appartements. Je dis simplement que dans le cas d'ailleurs, l'EVAM vient aussi avec ce genre de choses. Quand dans le cas de la gestion des abris, on a bien compris qu'au-delà de 50, ça devenait extrêmement difficile et compliqué. Ce qui fait qu'on a actuellement, même quand il y a beaucoup d'afflux, on en reste à 50 maximum. Et puis on descend gentiment parce que c'est une question après de gestion. Et puis c'est une question de gestion et je dirais encore une question aussi d'acceptation par la population qui se trouve autour. On frise chaque fois les conflits si on met beaucoup de gens ensemble au même endroit. S'il faut s'engager, ce sujet de ce foyer d'oignons, la région alors la région, on lui demande rien pour le coup, on est bien d'accord. Enfin, vous êtes député, vous représentez le canton de Vaud. Est-ce qu'il faut soutenir la construction d'un foyer à Nyons ? Même si officiellement, votre réponse n'est pas demandée, n'est pas sollicitée. Ah, mais moi, je la soutiendrai. Vous la soutiendrez. Alors, même, il est assez surprenant que dans le district de Nyons, par rapport à la répartition, je dirais, globale du canton, c'est un des seuls districts qui n'a pas de grands abris type, et on ne prend pas de foyer, et on ne prend pas proportionnellement le nombre de personnes qu'on devrait prendre. Après, moi, on nous parle toujours d'intégration, que les gens doivent être intégrés. Est-ce que ça suffit ou pas? Mais je pense que le principe d'avoir une mixité dans ces gens qu'on intègre, s'ils ont les raisons de l'être et puis ils ont tous les papiers, tout ce qu'il faut pour être intégrés, alors je ne vois pas d'opposition. D'accord, donc si on doit soutenir ce projet nyonnais, on y va, tout en, j'imagine, en soutenant les interventions de Sacha Soldini pour la construction d'appartements. On n'est pas d'accord avec vous sur cette thématique, alors, a priori. Oui, Sacha Soldini est contre le fait de faire un grand truc, mais qui est pour le fait d'appartements, exactement. Exactement. L'économie, comment on fait à l'UDC avec l'économie? On est dans une région très dynamique, vous le savez mieux que nous certainement. Il se trouve que votre parti a voté il y a 3 ans, l'initiative du 9 février 2014, une intention de loi visant à réduire, à complexifier l'arrivée de la main-d'œuvre dans nos entreprises. Alors le peuple vaudois a refusé cette initiative fédérale. Comment vous faites, vous, membre d'un UDC régional, pour travailler sur le dynamisme économique quand vous avez une épée de Damoclès pareille? Alors, l'épée de Damoclès, c'est vrai que cette loi du 9 février, elle est tombée, elle n'a jamais été mise en application, elle a été utilisée pendant 3 ans dans chaque commentaire, dans chaque affaire, en disant c'est le 9 février. Il est venu après ça le Francfort, qui a un peu bouleversé les cartes. Mais sur le point de vue cantonal, je dirais que le canton de Vaud est un petit peu particulier aussi par rapport à ça. C'est une exception vaudoise encore? C'est pas une exception, c'est le fait que le canton de Vaud a énormément de dynamisme, on a amené beaucoup d'entreprises, on a amené beaucoup de gens, et c'est ce qui faisait peur, je dirais, aux entreprises vaudoises en disant on a besoin de cette main-d'œuvre, mais il n'y a aucune entreprise qui a faibli. On a maintenant dans l'économie vaudoise, je dirais, un fléchissement, mais qui n'est pas dû ni au 9 février, ni à ce fait-là, il est surtout dû au Francfort. Et l'autre fait c'est que le marché mondial, l'économie en général stagne, et même en canton de Vaud, qui avait une énorme dynamisme, et ben maintenant, on arrive aussi sur le... D'accord, mais vous comprenez qu'un entrepreneur ait besoin, à compétences égales, et sans parler de dumping, qu'il ait besoin d'un travailleur qui soit frontalier ou suisse. Je comprends tout à fait le phénomène, mais on a posé certaines questions, on nous demande qu'on nous donne des chiffres, qu'on nous dise, mais combien de personnes qui n'ont pas pu engager, des entreprises qui ont dû faiblir parce qu'ils n'ont pas pu engager des personnes, et le résultat des chiffres, actuellement, c'est 0. Monsieur Créteny, quel est le regard de l'Alliance du Centre sur cette thématique de l'économie?
Alors, je pense que ce qu'a fait l'UDC, là, particulièrement par rapport au 9 février, alors effectivement, ça peut ou pas été appliqué. La question, par contre, c'est que ça pose un phénomène de peur, de crainte, qui, lui, peut avoir des conséquences, puisque les entreprises peuvent aussi se sentir dans une situation d'insécurité, et il faut réussir, parce qu'on sait qu'il devrait y avoir, à un moment donné, quand même, un coup près qui tombe avec quelque chose qui se passe. Donc ça, c'est un point qui est assez négatif. Moi, je pense que l'ADC, d'ailleurs, est tout à fait en faveur de la libre circulation des personnes. Il peut y avoir des modèles qui permettent d'ajuster un petit peu cette libre circulation, mais on voit bien que cette libre circulation, en réalité, a tout à fait profité à l'économie. Alors, bien sûr qu'on doit régler certaines choses. Moi, je suis convaincu qu'il y a des situations, par exemple, de dumping. Vous parliez du dumping juste là tout à l'heure, vous l'évoquiez, mais néanmoins, quand vous allez, par exemple, interroger des gens chez nous, à Genève, etc., ce qui ressort, c'est toujours « mais les Français nous piquent notre travail parce qu'ils sont payés moins cher ». Et là, c'est exactement le genre de phénomène. Alors, soit on démontre qu'il n'y a pas de dumping, soit on rajoute des inspecteurs pour qu'on puisse vraiment travailler contre le dumping. Donc c'est des éléments de ce type-là qui sont des éléments un peu marginaux, qui doivent pouvoir être réglés, mais ne pas... Qu'est-ce que vous attendez, par exemple, du canton, du Grand Conseil ou du Conseil d'État, qui puisse vous fournir des chiffres très clairs pour pouvoir vous positionner justement sur ce dumping salarial? Alors, je pense que ça serait extrêmement utile de pouvoir avoir effectivement ces chiffres et pouvoir travailler. C'est un texte que vous pourriez déposer. Tout à fait. Un texte que, j'imagine, l'UDC soutiendrait. De par la Commission des finances, où je suis Modex, dans toute cette partie-là, donc c'est des questions récurrentes qui reviennent régulièrement au compte ou bien au budget. Donc on a certains chiffres et on ne les a pas tous. Et je partage l'avis quand on sait qu'au niveau, on développe aussi le contrôle du travail au noir et compagnie. On sait que quand on nous annonce entre 10 et 12 000 personnes, on nous dit mais ils travaillent, mais ils sont comme ça. Alors c'est... Ou bien on a beaucoup de patrons qui ne sont pas corrects, parce que ces gens-là, s'ils travaillent, c'est qu'ils sont engagés par quelqu'un, ou il y a une erreur dans les chiffres, ou il y a, je ne sais pas. Donc, ce serait très intéressant d'avoir un peu le... D'accord. Et puis en même temps, attendre un audit, attendre les chiffres, c'est toujours pratique, parce que ça permet de repousser les réponses. L'aménagement du territoire. Alors, M. Créteny, vous faites partie des syndics qui ont lancé un manifeste, qui aimeraient que des améliorations soient faites. On en est où sur ce dossier ? Alors bon, les deux commissions qui, au niveau du Grand Conseil, qui se sont penchées sur le PDCN, donc le plan directeur cantonal, et la loi sur l'aménagement du territoire cantonal, je précise juste parce que les acronymes sont souvent peu connus, sont en train de finir leur travail. Donc on n'est pas encore au bout de nos peines à ce niveau-là. On arrivera à la fin du moratoire prochainement. Le 2019, donc ça veut dire qu'il faudrait qu'effectivement, avant la fin de la législature, on ait pu boucler finalement ce travail-là. Concernant le travail qu'on fait, ces syndics auxquels j'ai participé également, c'est un travail qui a été fait je précise, c'est sur l'avant-projet de loi et pas sur le projet qui a été soumis au Grand Conseil. Ce qui veut dire qu'une partie non négligeable d'ailleurs des éléments qui ont été soulevés dans le manifeste ont trouvé finalement déjà une partie de réponse dans le cadre de la nouvelle loi. Vous ne le regrettez pas de l'avoir, Absolument de vous pas. être positionné alors que le travail était en cours au niveau du canton? Absolument ça a produit des effets, ça a permis de faire pression. À mon avis, ça produit des effets, ça a amené une discussion et je crois qu'au niveau du district, il y avait un besoin un petit peu de pouvoir réaffirmer quelle était notre position, quels étaient les risques que l'on voyait. Et d'ailleurs, encore une fois, la consultation sur la LATC a effectivement amené à pouvoir corriger ces effets-là. Et à l'UDC, c'est quoi votre position par rapport à cette thématique ? Alors notre position, elle rejoint très bien le son. Donc c'était mon collègue qui était président de cette commission à laquelle j'ai pu assister aussi. Et le fait, il est dans la région que par rapport à cet aménagement, tout est bloqué maintenant jusqu'en 2019. Il fallait avancer. C'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients. Et puis donc, ce qui est de ce que les communes ont demandé, donc je savais déjà, puisqu'on a encore les notes de séance qui ne sont pas publiées, donc on ne peut pas se prononcer beaucoup plus loin sur le sujet, mais il y a des interpellations qui ont été faites, qui sont répondues, qui étaient déjà posées, donc j'en avais déposé une, qui va aller exactement dans le sens
de ces interventions, de ce qui va se faire. Monsieur Sordet, si je ne me trompe pas, une des craintes de l'UDC, c'est la perte de l'autonomie communale. La LAT est le sujet où il y a une perte potentielle de cette autonomie-là. Pas vraiment, parce que maintenant, on sait qu'on doit de toute façon travailler ensemble. Donc on a des villages qui sont développés d'une manière ou d'une autre. Vous parliez tout à l'heure aussi des loyers modérés et compagnie. Il est clair que pour nous, dans les petites communes ou comme ça, de mettre des appartements à loyer modéré dans des communes qui n'ont pas de servitude, qui n'ont pas de transport, qui n'ont pas... Donc c'est pas tout à fait logique. Alors, ça, on est d'accord. Oui, Gérald Créteny, un dernier mot, puisqu'on doit conclure. D'accord. Juste sur l'aménagement du territoire, rapidement. On s'est inquiété dans la région également du fait que les villages se retrouvent finalement des musées, puisqu'on n'aurait plus le droit pendant 15 ans de construire la moindre surface. Et ça, c'était un élément qui était important parce que c'est vrai, on doit préserver l'environnement et on milite complètement pour ça. Par contre, on doit aussi préserver la capacité de vie et à ce niveau-là, c'est aussi une lutte sur laquelle on travaille. Gérald Créteny, merci beaucoup. Jean-Marc Sordet, merci beaucoup. Bonne campagne à vous deux. Nous, on se retrouve tout de suite avec les Verts et les Verts libéraux. Durant la précédente législature, la députée verte Céline Hervine-Nihan déménageait de Rolle pour Yverdon. Les Verts du district de Nyon perdaient ainsi un de leurs 2 sièges au Grand Conseil, l'autre étant occupé par l'ancien municipal nyonnais Olivier Mayor, à qui le parti maintient sa confiance. En somme, il y aura chez les Verts au minimum une place à repourvoir, et pour cela on a recruté du lourd. Odile Decré, syndic de Communy, Valérie Jean Renaud, syndic de Burtigny, Didier Laurie, syndic de Bassin. Chez les Verts, les surprises ne sont pas à exclure. De leur côté, les Verts libéraux ont aussi 2 sièges à défendre, ceux de Laurent Miéville et Dominique Ella-Christin. Mais les Verts libéraux qui ont décidé de ne pas faire la route avec l'Alliance du Centre et qui ont vu les partis de droite refuser des alliances semblent un peu perdus et risquent gros. Au niveau cantonal, le parti n'a que 6 sièges. La menace de ne pas atteindre le quorum est donc sérieuse. Dans le district, on a décidé d'envoyer des figures connues, Patrick Vallat, conseiller à Gland, ou le nouveau municipal nyonnais Vincent Hacker. Nous voilà donc de retour pour ce 3e chapitre de ce débat consacré au Grand Conseil 2017. On est avec les Verts et les Verts libéraux. Marie-Christine, qui sont nos 2 invités suspense? Honneur aux dames, Dominique Ella-Christin, donc vous êtes municipal à Prangin, député Vert libéral depuis 2012. Votre parti compte aujourd'hui 2 députés et vous avez bien entendu l'objectif de décrocher le 19e. Olivier Mayor, vous êtes tête de liste des Verts, député depuis 2007. Vous avez été municipal à Nyon jusqu'en juillet dernier. Jusqu'à présent, les Verts avaient 2 sièges et là aussi, vous ambitionnez le fameux 19e siège. Pour ce faire, les Verts, vous avez constitué une liste offensive avec 3 syndics, des fortes personnalités. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que vous n'avez pas peur que ces personnalités, je pense par exemple au syndic de Bassin, M. Laurie, ne vous fassent de l'ombre ? Mais écoutez, je crois que c'est intéressant d'avoir des listes justement de personnalités de l'ensemble du district. C'est la force de cette liste, et puis les personnalités ne sont pas là pour se promouvoir elles-mêmes, mais pour faire avancer des idées. Pour le parti. Pour le parti, absolument. Et je crois que c'est ça la première chose. Moi, j'ai tout de suite annoncé que ce serait ma dernière législature, et je suis très heureux de voir qu'il y a des gens qui peuvent non seulement qui ont la possibilité d'être élus, mais qui peuvent exister, le cas échéant, à Lausanne, parce qu'il faut pouvoir défendre des idées, il faut pouvoir... Dans tous les cas, Olivier Mayor, vous avez 2 sièges. Si vous voulez juste les conserver, ne serait-ce que ça, il faut remplacer Céline Hervine-Nihan qui est partie à... Oui, donc, c'est juste. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une place chez vous. Absolument. Pour autant que vous conserviez vos... Question qu'on aimerait vous poser, Madame Dominique Ella-Christin. Quelle est la différence d'un point de vue de l'écologie entre vos 2 partis? Est-ce que le vôtre, les Verts libéraux, qui est apparu plus récemment, est-ce qu'il est plus moderne? Comment est-ce qu'on peut faire comprendre aux téléspectateurs ou aux électeurs la différence fondamentale? Alors bonjour tout d'abord et je vous remercie pour votre invitation. Avec plaisir. Alors la différence entre les Verts et les Verts libéraux, elle se comprend déjà dans le nom de notre parti. Nous sommes un parti qui défend des valeurs libérales. De droite donc. Libéral humaniste, oui.
nous sommes un parti de droite, nous sommes la solution pour les personnes qui veulent véritablement voter à droite tout en préservant l'environnement. Mais vous êtes à droite ou au centre? Moi, j'ai du mal à saisir la différence. Évidemment, si on réfléchit en termes de clivage gauche-droite de manière tout à fait traditionnelle, eh bien, évidemment, du coup, ça devient plus difficile d'imaginer. Mais nous sommes un parti de droite, véritablement, mais nous défendons... Le cœur de notre action, c'est l'écologie. Nous pensons véritablement que opposer l'écologie et la création de richesses, opposer l'écologie, la préservation de l'environnement et la création d'emplois, eh bien, c'est un clivage qui est dépassé. Pour nous, l'écologie, c'est pas un combat de gauche. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui prétendaient que chez vous, l'écologie est un prétexte, ou vous êtes simplement un parti de droite? Alors, c'est une véritable préoccupation pour nous, c'est le cœur de notre action, l'écologie, et c'est véritablement parce que nous pensons que c'est l'avenir, que l'économie de demain est justement une économie qui allie véritablement cette création de richesse à la préservation de l'environnement et qui propose des solutions innovantes, qui propose des solutions, des technologies propres. Vous rejetez ces accusations, vous travaillez sur l'écologie, vous rejetez ces accusations. Absolument, et je pense qu'on peut être de droite et tout en préservant l'environnement, et c'est justement là que nous apportons une réponse à des personnes qui ont envie de voter à droite tout en préservant l'environnement. Olivier Maillard, si on part du principe que les Verts libéraux sont plus modernes parce que plus récents, vous êtes donc des Verts un petit peu passéistes, ou c'est quoi les Verts, Olivier? Conservateurs? Non, je crois que si vous essayez de nous opposer alors que c'est je dirais, les points... Oui, de nous différencier. Je crois que nous avons plus de points communs, effectivement, pour tout ce qui regarde l'écologie. Et puis, notamment avec ma collègue Ella Christin, nous sommes battus pour de nombreux sujets ensemble. Maintenant, effectivement, si vous cherchez absolument à nous différencier, bien sûr que nous avons une conviction que le développement durable, notamment qui contient l'élément social, est difficilement compatible avec des politiques de croissance, ultra-croissance. Ça nous semble effectivement difficilement compatible. Mais voilà, je veux dire, une fois de plus, on agit là au niveau... C'est pas si anodin, Olivier Maillard. C'est-à-dire que c'est certainement pas anodin. Si on a quelqu'un qui veut voter écolo... En rigolant, je dis toujours préférer l'original à la copie. Mais voilà, je dis ça avec beaucoup de tendresse. De comprendre. Vous pensez que pour qu'une action écolo puisse aboutir, il faut des gens convaincus et des gens qui agissent. Mais une structure étatique aussi derrière. C'est-à-dire que l'économie elle-même n'ira pas d'elle-même vers des innovations... Nous avons perdu, mais nous restons convaincus, et les Verts libéraux le sont aussi, que notre économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui nous amène à un désastre. Je crois que la COP21 l'a montré, qu'il faut donc transformer cette économie, et c'est toute la difficulté. Comment le faire sans perdre de la création de richesses, sans perdre. Et en pensant aux maillons aussi les plus faibles de notre société. C'est là que ce subtil équilibre, si quelqu'un avait la solution aujourd'hui, je pense qu'on serait tous preneurs. Dominique Ella, Christin, justement, comment trouver les bonnes méthodes pour arriver à changer cette société? Alors, je pense que tout ce qui a trait à l'économie de demain, c'est-à-dire l'économie qu'on peut appeler circulaire, on l'appelle aussi l'économie verte, etc., sont véritablement des valeurs que nous défendons et qui sont effectivement des valeurs qui sont propres aux Verts aussi. Comment y arriver? En défendant, c'est une économie qui, quelque part, revoit ou améliore, c'est pas une révolution, on améliore à la fois les modes de production et les modes de consommation. Mode de production, ça veut dire qu'on va prendre en compte l'ensemble du cycle de vie d'un produit, du début à la fin. Ça veut dire aussi que les entreprises vont avoir lorsqu'elles vont chercher des ressources, etc., avoir une responsabilité au niveau de la durabilité de ces ressources. Et puis, ça veut dire aussi que le consommateur va consommer on va l'aider à être responsable, on va lui donner plus d'informations. Le paradigme fonctionne. Écologie, économie, ça fonctionne. On n'a pas besoin de l'État
pour instaurer des programmes écolos? Alors, il faut donner des incitations, il faut encourager évidemment l'innovation, il faut revoir parfois les investissements, il faut donner des impulsions différentes, notamment par exemple en ce qui concerne le nucléaire. D'ailleurs, ce qui a été soutenu, l'arrêt programmé du nucléaire a été soutenu en grande part par la population vaudoise. Pourquoi ? Parce qu'on estime que là, il faut rediriger les énergies, il faut rediriger les ressources financières et les investissements vers ces nouvelles technologies, vers ces énergies plus propres, locales aussi, qui nous permettent d'avoir une autonomie aussi en ce qui concerne l'énergie. Et cette redirection de nos ressources va permettre justement d'aller vers cette économie qu'on appelle économie circulaire, économie verte. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur le plan politique. Oui. Je voudrais savoir qui sont vos adversaires. Est-ce que c'est l'UDC ? Vous essayez de conquérir des parts de marché, entre guillemets, sur le terrain de l'UDC, parce qu'on a l'impression qu'avec la composition de votre liste, où il y a des fortes personnalités, notamment au pied du Jura, est-ce que c'est l'UDC, votre adversaire ? Alors, toujours, oui. Enfin, absolument, parce que nous nous battons contre les extrémismes. Nous sommes dans une période au niveau mondial où on voit que le populisme avance de manière tout à fait inquiétante. Je suis ravi d'ailleurs que hier aux Pays-Bas, les Verts ont fortement progressé aussi, comme en Valais. Et je crois que c'est important de proposer des solutions qui sont parfois difficiles et complexes à défendre, qui ne sont pas justement des yaka faucons, et qui demandent une certaine sensibilité, qui demandent une certaine compréhension. Et c'est là que nous devons parfois et mieux expliquer. Olivier Malure, j'ai une question relativement simple. Que pensez-vous des discussions des Verts libéraux de Mme Christin avec l'UDC? Pendant des mois et des mois, on a cru qu'ils allaient partir sur une alliance pour le Conseil d'État. Votre ennemi, c'est l'UDC. Vous êtes un écolo, ça vous fait un point commun avec Mme Christin. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapprochement avec l'UDC? Ça nous semblait assez incompréhensible, effectivement, mais écoutez, je crois qu'il faut poser la question à Mme Christin. Comment vous le justifiez alors, ce rapprochement? Alors, nous avions à cœur de porter notre vision, de porter nos valeurs au niveau du Conseil d'État. Nous estimions que ça pouvait apporter et répondre à une demande d'équilibre au niveau du Conseil d'État, à droite, mais avec nos valeurs qui auraient été portées par Isabelle Chevalet. La fin justifie les moyens. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une élection majoritaire. Pour qu'on comprenne bien, ça n'est pas la même chose qu'au Grand Conseil. Et cette élection majoritaire, ça veut dire qu'on doit ratisser large. Il faut qu'on ait plus de 50% de la population qui, finalement, répondent et puis s'associent à cette alliance. Donc, dans cette idée, nous avons évidemment, de façon à porter potentiellement notre candidate au Conseil d'État, fait une alliance avec le PLR et l'UDC, avec lequel nous ne sommes pas toujours amis et avec lequel nous ne partageons et de loin pas toutes les idées. D'ailleurs, ils ont refusé cette alliance large. Alors, ils vous mettent aussi dans une situation un peu embarrassante parce que vous n'avez plus d'alliance avec la droite, tout simplement, avec le PLR ni l'UDC. Les centristes, on l'a vu, ont fait leur petit bonhomme de chemin. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce scrutin 2017 se transforme en un échec retentissant pour les Verts libéraux? Alors, j'aimerais d'abord différencier. Donc là, il s'agissait d'une alliance au Conseil d'État, à une élection majoritaire. Par contre, au niveau du Grand Conseil, nous avons toujours travaillé avec l'Alliance du Centre. Et il y a beaucoup de districts, la moitié des districts dans lesquels nous avons une alliance du Centre avec le PDC, et Verts libéraux, et parfois le PBD et le Parti pirate. Il se trouve que dans le district de Nyon, puisque c'est de ça dont on parle, nous avons décidé et choisi de partir seuls parce que nous avions une liste forte de personnalités de tout le district, forte de personnalités qui allaient porter nos idées, nos convictions et nos valeurs progressistes, libérales et humanistes de manière convaincue auprès de la population du district. Et nous pensions que, vu qu'il y avait toutes ces personnalités qui désiraient être sur notre liste, c'était une belle occasion de défendre tout au long de la campagne nos idées. Mais vous n'avez pas peur de brouiller votre image ?
Au niveau du district Nyon, on ne la brouille en tout cas pas, puisque nous partons seuls et nous défendons. C'est une opportunité, nous pouvons véritablement défendre les idées des Verts libéraux. Oui, il n'y a pas que l'image du district Nyon, enfin, il y a celle qui est véhiculée au niveau cantonal aussi. Alors, au niveau cantonal, c'est parfaitement cohérent. Nous travaillons avec le PDC, donc l'Alliance du Centre, et nous avons travaillé avec eux dans les 5 dernières années à de nombreuses occasions au niveau du Grand Conseil. Nous continuons à porter ces valeurs centristes avec eux au niveau d'autres districts. Donc ça ne brouille pas. Nous partons. Parti du centre, alors, ou de droite? Alors, nous sommes, à nouveau, on peut revenir à cette définition, mais nous défendons des valeurs libérales, progressistes, et alors, selon les problématiques qu'on aborde, eh bien, ça va nous positionner sur l'échiquier politique, plus au centre, ou à droite, mais véritablement, si on regarde les votes, on est centriste. On défend le développement durable, et c'est pour ça que les choses sont extrêmement claires au niveau des Verts. De gauche. Les Verts de gauche. De gauche, par tradition, par histoire. Par tradition, on a trouvé des alliances plus à gauche, effectivement, mais c'est le développement durable qui passe avant. Très rapidement, avant de conclure, si vous pouviez me donner chacun un projet écolo pour ces 5-10 prochaines années. Dans le district. Dans le district ou dans une politique? Mais je vous remercie. Je crois que... Très vite, Olivier Maillard. Le plus vite possible, si vous me laissez la parole. Un des points forts, c'est le commerce local. On voit, notamment en ville de Nyon, mais on voit ça dans tous les centres urbains et les villages aussi, le commerce de proximité qui disparaît. On voit bien que les villages à eux-mêmes ou les centres urbains, tout seuls, ne peuvent rien faire. Soulève la droite aussi, accessoirement. Oui, sauf qu'effectivement, lorsqu'il s'agit de venir avec des solutions, c'est toujours les centres commerciaux et tout. On pense que si on veut vraiment agir là-dessus, c'est au niveau du commerce local qu'il y a plein d'actions à entreprendre. Madame Christin, aussi un projet pour ces 5-10 prochaines années. Alors j'adhère parfaitement à ce qui a été proposé, et d'ailleurs le Parti vert libéral, à ce qui a été proposé par M. Maillard. Un autre exemple, toutes les démarches en faveur du climat, de la qualité de vie et de l'environnement. Ça, c'est vraiment une démarche globale. Dans le district Nyon, qu'est-ce qu'on peut faire pour le climat? Dans le district Nyon, on fait déjà beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses au niveau du conseil régional, parce que ce sont aussi des démarches qui doivent se penser au niveau plus large que la commune elle-même. Mais les communes font également beaucoup de choses. Pour prendre l'exemple de la commune de Prangin, nous avons des subventions en faveur des projets privés, parce qu'il s'agit d'agir ensemble en faveur de l'environnement. Très bien. On espère que chacun de vous deux a été entendu. Vous êtes certainement, on a essayé de trouver vos différences. Je sais bien qu'il y a beaucoup de points communs avant tout entre vos deux partis. Olivier Maillard, merci beaucoup. Merci bonne campagne. Dominique Christin, merci beaucoup. Merci bonne campagne à vous aussi. Marie-Christine, voilà, on arrive au bout de ce triple débat. On va se retrouver pour un débat public le 4 avril à Uniglobal Union. Ce sera à 19h30. Ce sera organisé cette fois-ci par le quotidien de la Côte. Et puis la semaine prochaine, dans ces mêmes studios de NRTV, vous retrouverez les challengers au Conseil d'État, à savoir les candidats qui briguent un premier siège. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt.